Donc, chers maîtres, chers collègues, permettez-moi de finir aujourd'hui mon cours à propos de la cardiomyopathie hypertrophique. Donc, cette deuxième partie, elle va concerner principalement la prise en charge thérapeutique. On va voir également comment stratifier le risque de mort subite chez ces patients. Donc avant bien sûr de conclure, pour faire un petit rappel de ce qui a été traité au cours de la première partie, j'ai préféré d'aborder cette deuxième partie par un petit cas clinique. Donc notre cas clinique, c'est à propos d'un jeune de 20 ans qui consulte principalement pour une dyspnée d'effort. Donc il n'y avait pas d'antécédent ni cardiaque ni extracardiaque. Donc les symptômes, c'est principalement des dyspnées stade 2 à 3 avec rares palpitations et il n'y avait pas de notion de syncope. Donc chez qui l'examen clinique n'a pas trouvé grand chose à part d'un souffle systolique au foyer mitral, donc de 2/6. Chez qui donc on a réalisé un électrocardiogramme qui a objectivé une HVG électrique avec un psychologue aux alentours de 40 mm, avec présence de troubles de repolarisation type de T négative. Ensuite également la présence des Q, de nécrose, de pseudonécrose, des Q pathologiques qui sont profondes, qui dépassent les 1/3 de R ou les 3 mm. Et bien sûr on a complété notre examen par une échocardiographie. Donc l'échocardiographie qui a permis de poser le diagnostic d'un CMH avec un septum qui dépasse les 15 mm sur le repos et les deux de 25 mm. Une paroi postérieure de 12, la fraction d'éjection elle était hypernormale, 78%. Bien sûr, on note la présence d'un SAM avec une fuite mitrale secondaire et dilatation de l'oreillette. Donc sur la 4 jours, la présence de SAM avec l'hypertrophie, on a noté au Doppler continu la présence d'un gradient au niveau de la région sous-aortique. Ce gradient qui était au repos de l'ordre de 44 mm de mercure et on avait donc le droit de compléter par une épreuve d'effort vu que le gradient ne dépasse pas les 50 mm de mercure. Donc on a réalisé l'écho de stress chez notre malade et le gradient est passé vers les 90 mm de mercure. Et bien sûr, on a complété le reste du bilan, notamment en biologie standard qui était sans particularité. On a réalisé un Holter devant les palpitations de 48 heures qui n'a pas montré grand-chose, quelques extrasystoles avec 3 ASV monomorphes isolés, et l'IRM qui était réalisé dans le cadre de bilan étiologique qui était donc sans particularité, qui a montré une épaisseur qui ne dépasse pas les 30 mm avec la présence d'un ralenissement tardif. Et donc, il n'y avait pas de diagnostic spécifique devant ce tableau. C'est pour ça qu'on a complété par une consultation génétique avec un test génétique. Une consultation génétique chez les apparentés, c'est-à-dire les parents, la fratrie, qui n'a pas montré, d'après le bilan cardiaque, l'électrocardiogramme et l'écho, donc la présence d'un CMH. Un test génétique chez le probant qui a noté la présence d'une mutation de la chaîne lourde de bêta de la myosine chez notre malade. Et le test génétique chez les apparentés était négatif. Et donc, selon les recours, pas de suivi pour les apparentés, c'est-à-dire ni les fratries ni les parents. Par contre, il faut préconiser donc un suivi chez les futurs enfants de notre malade. Et donc, au total, on a posé le diagnostic d'une CMH sarcomérique chez notre malade. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour notre malade? Donc d'abord, il faut poser la question, si on ne traite pas notre malade, donc il va évoluer. Il va évoluer vers quoi? Vers une insuffisance cardiaque diastolique, ensuite une altération de la fraction d'éjection systolique à long terme et progression des symptômes avec altération de la qualité de vie. Deuxièmement, notre malade également est exposé à quelques troubles de rythme, notamment la fibrillation auriculaire, vu que c'est le trouble de rythme le plus fréquent au cours de la CMH. Et qui dit fibrillation auriculaire dit également complications thromboemboliques, notamment la VCS ischémique qui constitue l'une des causes principales de mortalité dans le cadre de CMH. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le patient également est exposé à un risque de mort subite. La mort subite qui représente donc la complication la plus redoutée dans le cadre de CMH et qui rend donc la pathologie très grave. Donc l'ESC a essayé de codifier un petit peu la prise en charge de la CMH en globalité et donc le traitement sera adapté en fonction de la présence ou pas de symptômes, de la présence ou pas d'un gradient intra-VG. Donc c'est après notre évaluation échocardiographie initiale qu'on est posé devant deux situations. Donc la première situation, c'est que lorsque le gradient d'emblée, donc au repos, il dépasse les 50 mm de mercure. Et dans ce cas, bien sûr, pas d'épreuve d'effort parce que le gradient est déjà 50 mm de mercure et il faut traiter l'obstruction. Dans le cas contraire, si le gradient au repos, il reste inférieur à 50 mm de mercure et notre patient il est asymptomatique. Donc de ce cas, il n'y a pas de traitement préconisé selon les recours, mais il faut répéter l'évaluation échocardiographique dans une année. Et si notre malade est symptomatique,
Bien sûr, il faut explorer ces symptômes, donc avec à condition que le gradient inférieur à 50 mm de mercure, et bien sûr effectuer une échocardiographie d'effort. Et si le gradient reste inférieur toujours à 50 mm de mercure, il faut donc viser les symptômes dans le cadre de prise en charge. Par contre, si le gradient est supérieur à 50 mm de mercure, bien sûr, il faut traiter cette obstruction. Donc, comment on traite cette obstruction? Donc, selon les recours, donc le traitement initial recommandé, ce sont les bêta-bloquants à forte dose. Donc, les bêta-bloquants qui permettent à la fois une amélioration de la fonction diastolique, car elles prolongent la diastole, donc bien sûr avec un meilleur remplissage, donc moins d'obstruction, moins de symptômes, avec une action anti-arythmique, car elle prolonge la période réfractaire ainsi que le potentiel d'action. Donc, il y a plusieurs molécules qu'on peut utiliser, mais les plus étudiées, c'était le propanolol. Donc, il a prouvé son efficacité en diminuant surtout le gradient intraventriculaire gauche, qu'on le voit sur le schéma à droite, et c'est bien sûr une amélioration des symptômes. Ce sont des patients qui étaient au stade 4 de la NYHA. Ensuite, après, donc, le propanolol, ils ont évolué vers le stade 1 et 2 de la NYHA. Ainsi que le sotalol qui a montré, donc qui permet donc une meilleure tolérance à l'effort pour les patients avec CMH, avec également moins de troubles de rythme, quel que soit supraventriculaire ou ventriculaire, par le même mécanisme d'action, c'est-à-dire elle augmente la période réfractaire ainsi que donc elle prolonge le potentiel d'action, notamment la phase 4. Donc, mais si notre malade reste toujours symptomatique sous bêta-bloquant ou donc les bêta-bloquants sont inefficaces, donc le SI a proposé une autre classe donc thérapeutique, celle des inhibiteurs calciques, notamment le verapamil. Le verapamil également, il a une efficacité qui permet de réduire le gradient intraventriculaire gauche avec une amélioration des symptômes qu'on le voit sur les deux schémas. Et ensuite, donc, ces résultats ont été démontrés également avec le diltiazem, qui est quand même moins utilisé par rapport au verapamil dans le cadre de la CMH, avec une posologie de 160 jusqu'à 360 mg journalière. Elle permet également de diminuer le gradient avec amélioration du symptôme, amélioration du débit cardiaque, notamment l'index cardiaque. Et si donc les deux thérapeutiques, soit les bêta-bloquants ou les inhibiteurs classiques, restent toujours donc inefficaces, il faut donc penser à associer les disopyramides selon le recours. Le disopyramide qui est un antiarythmique de la classe 1, donc qui a prouvé son efficacité également, soit pour diminuer, même abolir le gradient intraventriculaire gauche avec amélioration des symptômes, et elle a démontré également qu'il y a un rôle de disopyramide pour réduire la mortalité chez ces patients par rapport donc aux bêta-bloquants ou les inhibiteurs classiques seuls. Et donc il faut surveiller toujours les patients sous disopyramide par une surveillance par un électrocardiogramme, car il y a un risque d'allongement du QT. Donc, et il faut penser à réduire même arrêt de disopyramide si le QT arrive à 480 millisecondes, car il existe un risque de torsade de pointe chez ces malades. Donc, ce sont les trois principales molécules qui ont été recommandées pour le traitement de la CMH obstructive chez les adultes. Mais est-ce que ces molécules, on peut les utiliser donc, chez les enfants également? Donc, selon les études, que les bêta-bloquants ainsi que le verapamil qui doivent être envisagés chez l'enfant, donc qui permettent toujours de diminuer les gradients avec amélioration des symptômes, amélioration du débit cardiaque. Par contre, il n'y a pas de données concernant les disopyramides qui étaient testées chez les enfants. Donc, il n'y a pas ils permettent de conclure donc, les recours pour les disopyramides chez reste jusqu'à maintenant à éviter. Donc on traite soit par le verapamil, soit par les bêta-bloquants. Donc pour conclure cette première partie, c'est que donc il faut traiter d'abord les CMH qui sont symptomatiques, donc soit par les bêta-bloquants, c'est contre-indiqué ou inefficace, il faut passer notamment vers le verapamil. Le diltiazem reste également une option, et si inefficace, il faut ajouter des disopyramide. Pas de disopyramide seul, mais en association soit avec les bêta-bloquants, soit avec le verapamil. Et donc, si on revient à notre malade pour le traiter, c'est un patient qui était dysphonique stade 2 à 3. C'est un patient qui avait un gradient à l'effort de l'ordre de 80 mm de mercure, donc il dépasse les 50. On a traité par les bêta-bloquants, il était inefficace. On a passé vers les inhibiteurs calciques. Également, il est resté symptomatique et les disopyramide n'est pas commercialisé dans notre pays. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire à cette étape? Donc pour l'EEC, il a essayé également de résoudre ce problème. Donc il a dit comment, devant les symptômes qui restent toujours donc réfractaires, symptômes réfractaires malgré un traitement qui est bien conduit, l'attitude va différer en fonction de la présence d'un gradient ou pas. Donc dans le cas de la présence d'un gradient qui dépasse les 50 mm de mercure, soit spontanément, soit à l'effort, il faut penser donc à une stratégie de réduction septale, soit par une méthode chirurgicale, soit par une alcoolisation. Il y a bien sûr des indications précises pour le pacemaker. Commençons par la chirurgie. Donc la réduction chirurgicale, c'est la myectomie de Monro qui consiste à quoi? À réaliser des petites incisions comme on le voit sur les schémas, donc au niveau de la partie basale de septum, et les deux incisions vont rejoindre au niveau de la partie profonde du septum afin d'éviter bien sûr le faisceau de His ainsi que le septum membraneux pour ne pas créer de troubles de conduction. C'est donc le principal traitement de la CMH qui est obstructive. Sinon, il y a l'alcoolisation septale, c'est une alternative à la chirurgie. Donc l'alcoolisation septale, dans le principe, elle repose sur la
création d'une lésion, soit une lésion thérapeutique, par l'injection de l'alcool pur dans les artères septales. Et donc la première étape, elle consiste à la réalisation bien sûr, de coronarographie, comme on le voit sur l'exemple bien sûr à droite. On visualise les artères septales, et ensuite on injecte de l'alcool, c'est de l'alcool pur. Cet alcool pur, il permet l'obstruction de ces artères, comme on le voit bien sûr sur la schéma à gauche. On ne peut plus visualiser les artères septales qui étaient bien visibles auparavant. Ça témoigne de l'obstruction des artères septales, et ça témoigne également du succès de cette procédure. Donc deuxième critère qui permet de juger notre efficacité de notre procédure, c'est l'apparition d'un blanchiment sur l'échographie, notamment au niveau de la partie gauche des septums, qui témoigne de la nécrose. Et bien sûr, en post-procédure immédiate, on note une régression bien sûr du gradient qui était très significatif. Ça témoigne de l'efficacité. Et donc c'est une technique qui apparaît simple, qui apparaît parfaite, mais elle a quand même quelques risques. Notamment, c'est la création bien sûr d'un BAV au degré qui peut être irréversible, nécessitant la pose d'un pacemaker. Par l'obstruction des artères septales, on peut créer un infarctus au niveau du territoire septal, et donc on peut donc engendrer des troubles du rythme ventriculaire qui peuvent être mortels. Et moins gravement, c'est des troubles de repolarisation à type bien sûr de bloc de branche droit. Donc il y a deux méthodes, soit l'alcoolisation septale, soit la réduction par chirurgie, et quoi choisir entre les deux. Donc une grande méta-analyse qui a été réalisée en fin 2017 qui permet donc de comparer les deux méthodes. Donc on compare deux groupes de patients, un groupe chez qui on a réalisé l'alcoolisation septale et un groupe bien sûr, chez qui on a réalisé la réduction par chirurgie. Et le résultat il était pratiquement similaire en ce qui concerne donc la mortalité de trousse ainsi que le risque de mort subite, avec bien sûr la même efficacité, donc avec amélioration des symptômes. Donc ça permet également une diminution du gradient intravégé, mais plus de complications, à type de troubles de conduction en faveur de l'alcoolisation septale. Et donc ils ont conclu pour dire que la myectomie, c'est en général, elle est proposée chez les sujets jeunes, donc chez qui on envisage de réaliser un geste chirurgical associé, donc notamment un remplacement valvulaire mitral en plastie mitrale lors d'une IEM qui est associée sévère. Et donc l'alcoolisation, c'est une alternative à la chirurgie préconisée souvent chez des sujets âgés, avec une espérance de vie qui est courte et ses contre-indications bien sûr à la chirurgie. Et donc le pacemaker, c'est quoi sa place dans le cadre de la CMH? Le pacemaker, donc selon les recours, il reste indiqué chez les patients qui sont gravement symptomatiques, sévèrement symptomatiques, malgré un traitement médical bien conduit, qui présente des troubles de rythme, donc un risque de troubles de conduction, notamment après une alcoolisation septale. Donc dans le cadre chez des patients qui sont également symptomatiques malgré un traitement médical conduit, et chez qui la réduction chirurgicale ou la réduction par alcoolisation, elle est donc est contre-indiqué. Ça prouvait également une efficacité selon les études. Donc que le pacemaker permet également une réduction du gradient intraventriculaire gauche avec l'amélioration des symptômes parce qu'il change le sens de contraction. Donc la contraction devient dans le sens contraire par rapport à la voie d'éjection qui est déjà rétrécie. Et donc c'est toujours, comme on a dit, devant les symptômes qui sont réfractaires, donc soit au niveau de l'obstruction, c'est ce qu'on a vu, soit c'est la réduction chirurgicale, soit la réduction par alcoolisation, soit donc il y a de l'indication du pacemaker. Et dans le cas contraire, s'il n'y a pas d'obstruction, donc il faut penser principalement donc on traite les symptômes du patient, les symptômes qui sont liés souvent à une insuffisance cardiaque, que ce soit diastolique et systolique. Donc, et puis donc notre attitude, bien sûr, en fonction de la fraction d'éjection du patient, si elle est supérieure à 50%, bien sûr, sur l'évitablement avec les inhibiteurs classiques bradykardisants, c'est contre-indiqué, et ils font penser à ajouter des petites doses, vraiment des petites doses de diurétiques et thiazidiques juste pour améliorer la symptomatologie. Et si la fraction d'éjection reste inférieure à 50%, donc on ajoute bien sûr les yeux ici ainsi que les ARA2 et des petites doses de diurétiques, c'est juste pour améliorer la symptomatologie du patient et pour le soulager. Et si le patient reste bien sûr toujours symptomatique sur traitement médical, il faut discuter donc des transplantations cardiaques. Et ne pas oublier de prendre en charge aux fibrillations auriculaires. La fibrillation auriculaire qui vient bien sûr aggraver donc, le pronostic des patients avec CMH, donc avec plus de mortalité par rapport à des patients avec CMH en rythme sinusal, surtout chez les sujets qui sont jeunes, donc il vient bien sûr avec plus d'AVC ischémique, avec plus de mauvaise tolérance. Et donc la fibrillation auriculaire, comme on le sait, donc s'il s'agit de fibrillation auriculaire qui est récente, il faut donc penser à la réduire après une OTE avec une anticoagulation pendant un mois. Sinon, donc pour une fibrillation auriculaire qui est ancienne, selon le repos, c'est en fonction de la stabilité hémodynamique. Chez un patient qui est instable, il faut la réduire électriquement. Par contre, chez un patient qui est stable, donc il faut penser à ralentir la fibrillation auriculaire, donc soit par les bêta-bloquants, soit par les inhibiteurs classiques, et bien sûr l'accordaron reste une alternative.
Et bien sûr, l'ablation du foyer arythmogène, c'est toujours le patient qui est symptomatique, donc sous ce traitement médical qui est bien conduit. Et toujours anticoaguler une fibrillation auriculaire, soit par les AOD, soit par la warfarine, en se reposant sur le HESPLET pour évaluer le risque hémorragique qui est significatif à partir d'un score de 3 et pas de place pour le chest-fasque pour décider de démarrage de l'anticoagulation chez le patient. Toujours il faut bien sûr anticoaguler une fibrillation auriculaire en dehors des contre-indications. Et si on revient à notre malade, notre malade qui résiste à un traitement médical, donc normalement c'est un sujet qui est jeune, on doit envisager subir un traitement par chirurgie, mais vu que le patient a refusé la chirurgie, donc on a préconisé de faire une alcoolisation septale, et donc on va faire comme dans le cas des publicités, avant et après. C'est avant bien sûr le septum était hypertrophié, donc cette semaine ensuite on note une régression de cette hypertrophie après l'alcoolisation, avec bien sûr une diminution du gradient quel que soit au repos, et ainsi bien sûr à l'effort, qui témoigne bien sûr de l'efficacité de notre procédure. Et pour résumer un petit peu la stratégie globale de la prise en charge des patients avec CMH, c'est d'abord il faut traiter les patients qui sont symptomatiques, pas de traitement chez les patients qui sont asymptomatiques. Et on traite notamment l'obstruction, donc en commençant selon les recours toujours par les bêta-bloquants, le verapamil, traitement médical initialement, on ajoute les deux pyramides si une efficacité bien sûr des deux alternatives. Si persistant des symptômes, il faut penser donc à un traitement invasif, soit par alcoolisation, soit par chirurgie, et les indications en matière de pacemaker pour les patients qui restent toujours symptomatiques, sévèrement symptomatiques, et chez qui donc, le traitement invasif il est contre-indiqué. Et dans l'autre cas contraire, s'il n'y a pas d'obstruction, on traite principalement les symptômes qui sont liés à une insuffisance cardiaque, que ce soit systolique ou diastolique, bien sûr en fonction de la fraction d'éjection du patient, et toujours bien sûr prendre en charge donc, une fibrillation auriculaire en contrôlant le rythme, en anticoagulant le patient. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc, la prise en charge médicamenteuse du patient. Mais comment, bien sûr, comment donc, stratifier le risque de mort subite chez notre malade? D'abord, il faut savoir, comme j'ai déjà dit, donc, la mort subite, c'est la principale complication de la CMA, surtout chez les sujets qui sont jeunes. Et donc, la nouveauté qui était dans le recours 2014, c'est l'établissement d'un nouveau score qui permet de stratifier le risque de mort subite en se basant sur une grande étude qui a été réalisée, une grande étude rétrospective qui a été réalisée sur plus de 3600 patients et qui a permis de mettre en valeur, de mettre en cause plutôt donc, 7 marqueurs prédicteurs de risque rythmique, et dont l'étude permet d'établir une certaine formule. C'est la formule donc, qui n'est pas du tout facile à calculer, et le donc pour faciliter la tâche, donc a créé un calculateur qui permet donc de calculer le risque rythmique en fonction de ces 7 marqueurs prédicteurs de risque rythmique, notamment l'âge du patient, donc l'épaisseur de la cavité de la paroi du VG, le gradient, la présence ou pas de notion de mort subite de la famille, la présence ou pas d'une tachycardie ventriculaire qui est non soutenue chez le patient, et la présence ou pas d'une syncope inexpliquée, et on établit un certain score. Le score bien sûr correspond au risque donc absolu de mort subite dans 5 ans chez notre malade. Et bien sûr ce calculateur, on peut l'avoir soit sur nos smartphones, soit sur le lien que l'ESF a publié pour y accéder directement. Et donc en fonction de notre score, on est devant 3 situations. Soit le score il est inférieur à 4%, et donc il y a un risque faible de mort subite dans 5 ans, donc il n'y a pas de défibrillateur recommandé chez notre malade, mais il faut réévaluer toujours ce score annuellement et devant toute modification des symptômes. Par contre, si le score est supérieur à 6%, donc il faut penser à un défibrillateur chez notre malade, et dans les cas bien sûr intermédiaires, c'est-à-dire la zone grise entre 4% et 6%, c'est cas par cas, mais en général on préfère de mettre en place donc un défibrillateur. Ça bien sûr ce qui concerne la prévention primaire. Mais par contre, le patient il a déjà donc, un antécédent soit d'arrêt cardiaque par SV ou par une tachycardie ventriculaire, ou donc une tachycardie ventriculaire donc, qui était mal tolérée, responsable d'une instabilité hémodynamique ou une syncope, il faut penser également à mettre un défibrillateur en prévention secondaire, à condition que l'espérance de vie doit dépasser les 1 an. Donc c'est un score qui apparaît parfait, qui apparaît facile à réaliser, mais quand même il a quelques limites. Notamment c'est un score qui n'est pas applicable chez les enfants de moins de 16 ans. Donc également chez les athlétiques ou les cardiomyopathies, en dehors des cardiomyopathies sarcomériques telles que d'origine métabolique ou les syndromes malformatifs, ou chez les patients qui ont déjà été traités soit par alcoolisation cétale ou par la chirurgie, ou chez qui donc le septum est dépassé 35 mm de diamètre,
Tout bêtement, c'est parce que cette classe cette tranche de population n'était pas inclue dans la grande étude qui dépasse les 3600. Et pour ça, on peut revenir dans ce cas donc, à l'ancienne classification qui était réalisée par les sociétés américaines de 2011. Donc je vais lire rapidement. C'est en fonction bien sûr de la présence de certains facteurs. Par exemple, un antécédent personnel de mort subite récupéré ou de DD qui est soutenu, on préfère de mettre un défibrillateur chez notre malade. C'est dans le cas contraire, donc s'il y a présence d'un critère parmi les trois, soit donc mort subite de la famille, une épaisseur qui dépasse les 30 mm ou 50 nœuds inexpliqués, donc il faut également préférer de mettre un défibrillateur. Et si on n'a pas, donc un seul facteur de risque parmi les deux, soit une tachycardie non soutenue ou la présence de réponse inappropriée de la tension artérielle forte, donc on s'appuie sur d'autres critères pour renforcer notre décision, notamment la présence ou pas d'un gradient, la présence d'un accouchement tardif à l'IRM, la présence ou pas d'un anévrisme de VG, et bien sûr c'est en fonction de la gravité de notre mutation génétique. Comme si vous vous rappelez, c'est la mutation de troponine 2, donc qui est la plus grave. Et bien sûr, si est présent de ces facteurs, on pense donc à mettre un défibrillateur. Donc, avant de conclure, j'ai préféré de projeter donc un cas particulier, c'est celle de la femme enceinte. C'est juste donc quelques messages à retenir. Donc, notamment, si la CMH ne contre-indique pas la grossesse, s'il s'agit d'une femme qui est symptomatique très sévère, et on traite une femme enceinte donc avec une CMH par les bêta-glucans ainsi que l'uverapamie, donc pas d'effet tératogène pour ces molécules, ainsi que le passage laitier bien sûr est faible. Les opéramides restent toujours donc à discuter, controversées. Donc, mais les études ont prouvé qu'elles déclenchent des contractions utérine chez la femme enceinte, et la cordérole elle est formellement contre-indiquée vu le risque sur le fœtus, notamment l'hypothyroïdie, la bradycardie, donc et le trouble de segment cuté. Et le défibrillateur ne contre-indique pas une grossesse, et le choc il est autorisé chez la femme enceinte. Et bien sûr, il faut toujours anticoaguler une femme enceinte donc avec une fibrillation auriculaire. Le premier trimestre à base de l'HBPM vu l'AVK et les tératogènes, l'AVK deuxième, troisième trimestre jusqu'à la 36e semaine, et l'HBPM bien sûr au-delà de 36e semaine jusqu'à l'accouchement, et pas d'AOD vu donc la forte toxicité de ces molécules qui est prouvée chez les animaux et jamais bien sûr testée chez la femme. Donc, pour conclure, donc la CMH, c'est une maladie habituellement génétique dont les étiologies sont très multiples et doit être bien sûr recherchée afin d'ajuster la prise en charge. Une nouvelle stratification du risque de mort subite est proposée. L'implantation en prévention primaire d'INDEF est préconisée surtout à partir d'un score de 6%, qui permet d'évaluer le risque de mort subite à 5 ans. Et merci.